tu penses que la vie au Moyen Âge était simple, rustique, mais paisible, que les repas étaient sains, naturels, qu'on vivait au rythme des saisons en harmonie avec la terre. Et pourtant, si tu avais vécu à cette époque, tu aurais découvert une réalité bien plus dure, bien plus cruelle, bien plus inconfortable que ce que tu peux imaginer. Ici, il n'y a pas de diversité alimentaire, pas de supermarché, pas d'assiettes colorées, équilibrées et savoureuses. Chaque repas est une répétition. Monotone, une lutte quotidienne contre la faim et la disette. Les paysans ne mangent pas par plaisir, mais pour survivre, chaque bouchée est une nécessité. Tu crois peut-être que leur alimentation était riche en légumes variés, en fruits délicieux, en viande savoureuse, mais non. Leur quotidien est fait de pain noir dur, comme de la pierre de bouillie fade, de quelques légumes rabougris, de temps en temps, un œuf ou un peu de lait, et le reste du temps du vide, du manque, de l'attente, le sucre. Que tu consommes sans y penser n'existe pas. Le chocolat n'a jamais été vu. La pomme de terre, la tomate ou le maïs sont des produits inconnus qui n'arriveront que des siècles plus tard. Tout ce que tu crois essentiel à ta cuisine moderne était absent de la table paysanne médiévale. Pourtant, il survivait avec ça, avec cette frugalité imposée, avec cette répétition incessante, avec cette peur constante de la disette, de la maladie de la mort. Car ici, un mauvais hiver, une mauvaise récolte. Et c'est la fin, c'est eux que tu vas découvrir. Maintenant, c'est la vérité brute et sans phare sur ce que les paysans mangeaient vraiment au Moyen Âge en France, pas ce qu'on te montre dans les films ou les séries avec des banquets gargantuesques, mais ce que les hommes, les femmes et les enfants consommaient chaque jour pour tenir debout. Es-tu prêt à faire ce voyage sensoriel et historique, à plonger dans cette époque rude, à sentir la fumée de l'âtre, à goûter la sécheresse du pain noir, à entendre le gargouillement d'un ventre vide, à comprendre enfin ce que cela signifiait de survivre en paysan médiéval, ce que tu vas apprendre ici. Peu de gens le savent, peu de gens en parlent, car cela dérange cela. Casse les mythes. Cela heurte nos représentations romantiques du passé, mais c'est justement pour cela que tu dois le découvrir, pour comprendre d'où nous venons. Alors installe-toi, respire profondément, ferme les yeux et laisse-toi guider dans cette exploration fascinante et brutale, car après cela, tu ne verras plus jamais la nourriture ni l'histoire de la même façon. Prêt pour ce voyage dans le temps, pour cette plongée au cœur de la table paysanne du Moyen Âge, allons-y. Sans plus attendre, tu te réveilles dans une ferme en 1320 et sur la table en bois brut trône ton premier et presque unique aliment du jour. Le pain noir. Sa croûte est épaisse, rugueuse, dure comme la pierre après quelques jours. Il est fait de seigle ou d'orge, parfois d'avoine, des céréales robustes mais pauvres qui résistent aux sols ingrats que tu cultives chaque saison. Ce pain n'a rien de la mie blanche et moelleuse que tu connais aujourd'hui. Il est dense, compact, un bloc de survie plus qu'un plaisir gustatif. Chaque matin, tu coupes un morceau à la force du poignet, souvent avec un couteau émoussé qui peine à traverser cette masse sombre et récalcitrante. Ta main cale la tranche contre ta poitrine et tu appuies encore et encore jusqu'à en venir à bout. La poussière de farine s'envole, sèche et acide. Tu la respires sans y penser. Elle fait partie de toi, comme la sueur ou la terre sous tes ongles. En bouche, ce pain est âpre, presque amer. Il colle aux dents, il râpe le palais. Il ne fond pas, il résiste. Tu mastiques longtemps avant de pouvoir l'avaler, et même alors, il reste comme un poids au fond de ton estomac. Mais ce poids est nécessaire. Il te cale, te nourrit, te donne la force d'affronter une nouvelle journée courbée sur la terre, sous le ciel bas de cette France médiévale. Il n'est pas rare qu'en hiver, lorsque les réserves sont maigres, tu doives tremper ton pain noir dans de l'eau ou dans un peu de lait, si tu en as, pour l'attendrir. Sinon, il serait tout simplement immangeable, un caillou plus qu'une nourriture. Dans certaines familles, on le frotte d'une gousse d'ail sauvage ou d'un brin d'herbe pour lui donner un semblant de goût, mais cela reste rare, un luxe. Le pain noir est un symbole de ta condition. Rustique, indispensable, mais jamais plaisant. Il te rappelle à chaque bouchée ta place dans cette société figée. Pendant ce temps, au château, les nobles dégustent du pain blanc, moelleux, fait de froment, un blé si précieux que tu n'en vois jamais la couleur. Toi, tu travailles à le cultiver, mais il ne t'est pas destiné. Le pétrissage du pain est une corvée que ta famille répète chaque semaine. La farine est tamisée grossièrement, les grains souvent encore entiers.
Tu mélanges l'eau, le sel, quand il y en a, puis tu laisses lever, non par goût de la boulangerie, mais par nécessité. La pâte repose dans un coin de la pièce, à l'abri des souris et des courants d'air. Une fois levée, la pâte est façonnée en grosses miches rondes ou ovales, puis portée au four banal. Ce four appartient au seigneur. Tu n'as pas le droit de cuire ton pain chez toi. Tu dois payer pour chaque fournée, même si c'est avec la farine que tu as toi-même cultivée, moulue, tamisée. Une taxe de plus sur ta subsistance, une preuve supplémentaire de ta dépendance. Au four banal, le fournier entasse les pains des paysans dans la chaleur de la pierre. Le feu crépite, la suie noircit les parois et parfois les miches aussi. Quand tu récupères la tienne, elle est souvent brûlée sur les bords, craquelée, plus dure encore que la veille. Mais tu n'as pas le luxe de refuser. C'est cela ou rien. Toi qui aujourd'hui achètes tes pains frais chez le boulanger ou qui choisis entre baguettes, campagne ou céréales, peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir qu'un seul pain, noir, dur, à manger pendant des jours? Chaque bouchée est une lutte, mais elle est aussi ta survie. Et pourtant, même ce pain noir, aussi rugueux soit-il, ne suffit pas toujours à te rassasier. Alors, pour compléter ton maigre repas, tu prépares une autre spécialité quotidienne, la bouillie de céréales. Tu te réveilles dans ta masure. Froide et après avoir mâché ton pain noir, tu prépares le plat le plus courant, le plus répétitif, la bouillie de céréales. Chaque matin, ta mère ou ta femme remplit une marmite d'eau, parfois de lait, si la chèvre a bien voulu donner quelques gouttes. Puis, elle y verse un mélange de céréales concassées. De l'orge, souvent, de l'avoine, quand il y en a, du seigle aussi. C'est simple, modeste, sans fioriture. La bouillie mijote lentement sur le feu ouvert, suspendue à une crémaillère, au-dessus de la flamme hésitante. La fumée pique les yeux, emplit la pièce d'une odeur âcre, mais personne ne s'en plaint. Tous attendent que la mixture épaississe. Les enfants trépignent autour de la marmite, l'estomac vide, mais ils savent qu'il faudra patienter, car la patience est une vertu essentielle à la survie. Ici, le mélange n'est pas assaisonné. Le sel est trop rare, trop cher, réservé à la conservation des viandes, aux provisions de l'hiver. Alors la bouillie reste fade, monotone, collante. Parfois, on y ajoute un peu de chou râpé ou une poignée de pois secs, mais le plus souvent, c'est une purée de céréales à l'état brut, fonctionnelle, nourrissante mais sans plaisir. Quand elle est enfin prête, tu la verses dans de larges écuelles en bois que chacun saisit à pleine main. Il n'y a pas de couverts ici, sauf peut-être une cuillère taillée dans l'os ou dans le bois. Tu portes la bouillie à ta bouche en soufflant pour ne pas te brûler. Elle file, tiède, lourde sur ta langue. Elle colle aux dents, au palais, puis glisse lentement dans ton ventre vide. Ce repas est pris dans le silence ou presque. Seuls les bruits de la mastication, des souffles et du feu qui crépite troublent l'atmosphère. Les regards sont baissés, concentrés sur l'écuelle. Chacun mange à son rythme, sans précipitation, mais sans s'attarder non plus. Car après, il faudra aller au champ, ou réparer les outils, ou s'occuper des bêtes. Toi qui, aujourd'hui, choisis entre céréales chocolatées, porridge parfumé ou muesli croquant, pourrais-tu vraiment imaginer ce que c'est de manger chaque jour la même bouillie, sans sucre, sans épices, sans variété? Ici, la fonction prime sur le plaisir. Il faut survivre, et la bouillie te donne l'énergie nécessaire. Parfois, lors des fêtes religieuses ou des semailles, on enrichit cette bouillie d'un peu de lait caillé ou même d'un filet de miel, rare et précieux. Alors, c'est un vrai festin, un moment d'exception. Les enfants sourient, les visages s'éclairent. Mais ces instants sont rares, et la plupart du temps, la bouillie reste ce qu'elle est. Une masse beige et tiède, répétitive. La marmite n'est presque jamais lavée, simplement grattée avant de servir le repas suivant. Les restes séchés au fond se mêlent au prochain mélange. Cela donne parfois une note fermentée, acide, mais personne ne s'en soucie vraiment. L'essentiel est qu'il y ait quelque chose dans l'écuelle. Chaque matin, après ce repas, tu sors, tu prends ta houe, tu marches jusqu'au potager familial. Car si la bouillie et le pain noir sont tes bases, d'autres aliments essentiels complètent pour ton régime. Les légumes que tu fais pousser à la sueur de ton front, le potager est ton royaume, ou plutôt ton dernier espoir d'éviter la faim. Derrière la masure, sur une bande de terre retournée à la main, tu fais pousser des choux, des poireaux, des oignons, des navets. Ces légumes rustiques supportent les saisons rudes, les sols pauvres et les maladies qui ravagent parfois les récoltes sans prévenir. Chaque graine plantée est une promesse fragile.
Au printemps, tu sèches les semences au soleil. Tu bêches la terre durcie par l'hiver. Tu enlèves les pierres et les racines. Tes mains se blessent, tes ongles se cassent, mais tu continues. Car sans ce potager, pas de soupe, pas de bouillie enrichie, pas de fibres pour tenir le ventre en place pendant les longues journées de labeur. Les choux sont essentiels. Leur feuillage dense et robuste résiste au gel et tu peux en couper les feuilles au fur et à mesure sans tuer la plante. Ils finissent dans les ragoûts, les bouillies ou sont simplement bouillis dans l'eau sans sel jusqu'à devenir une masse molle et fade mais nourrissante. Les poireaux et les oignons, eux, sont précieux pour donner un semblant de goût aux soupes. Leur odeur, lorsqu'ils frémissent dans la poêle dans la marmite, emplit la pièce d'une chaleur fugace, d'un réconfort presque oublié, un petit luxe quotidien qui ne coûte rien d'autre que du temps, de l'eau et de la patience. Les tall wave, navets, enfin, sont la base des repas d'hiver. Stockés en cave ou enterrés dans le sable pour les conserver, ils attendent patiemment d'être sortis lorsque les premiers gels détruisent les autres cultures. Leur goût est âpre, terreux, mais ils tiennent au ventre. Et ici, c'est tout. Ce qui compte. Toi qui choisis tes légumes au marché ou en supermarché, colorés, lavés, calibrés, pourrais-tu imaginer ce que cela signifie de dépendre de ton potager pour ne pas mourir de faim? Chaque mauvaise récolte est une menace directe. Chaque succès, une victoire silencieuse sur la nature. Le travail au potager est quotidien, sans relâche. Désherber, biner, arroser, récolter, et toujours en gardant à l'esprit que la moindre inattention, la moindre maladie, le moindre gel tardif peut tout anéantir. Alors tu observes tes plants comme on veille sur ses enfants, avec une attention anxieuse et constante. Parfois, tu échanges quelques légumes avec tes voisins contre des graines que tu ne possèdes pas ou contre un peu de lait ou de sel. Mais ces échanges sont rares, car chacun veille sur ses maigres réserves avec jalousie. L'entraide existe, mais elle est prudente, mesurée, dictée par la nécessité plus que par la solidarité. Et pourtant, même ce potager ne suffit pas toujours à fournir les nutriments nécessaires. Alors, pour compléter ton régime, tu te tournes vers une autre source précieuse de nourriture, les légumineuses, ces petites graines sèches qui te donnent des forces quand la viande manque. Le printemps et l'été apportent enfin une touche de douceur à ton alimentation austère, les fruits de saison. Mais ces plaisirs sont éphémères, fragiles et surtout impossibles à conserver longtemps. Pommes, prunes, cerises. Tu les cueilles à la main, avec précaution, parfois en grimpant aux arbres, au risque de tomber et de te blesser. Les cerises sont les premières à mûrir. Leur rouge éclatant attire l'œil et les enfants s'en régalent directement aux pieds des cerisiers. Mais il faut faire vite car les oiseaux et les insectes ne te laisseront pas le temps de tergiverser. Un orage et tout peut être perdu en quelques heures. Les prunes, quant à elles, sont plus résistantes. Tu les manges fraîches, juteuses, mais tu essaies aussi d'en faire sécher quelques-unes au soleil sur des planches en bois pour tenter de les conserver jusqu'à l'automne. Mais le succès est incertain. Parfois, elles pourrissent avant même d'avoir séché, attirant des nuées de mouches. Les pommes, elles, sont le trésor de la fin de l'été. Certaines variétés se conservent quelques semaines dans la cave fraîche, à l'abri de la lumière. Mais elles finissent par se flétrir, par se rider, et à mesure que l'hiver approche, leur goût devient plus acide, leur chair plus farineuse. Pourtant, même ainsi, elles restent un plaisir. Les enfants raffolent de ces fruits. Ils grimpent aux arbres, se tachent les doigts et la bouche, et pour une fois, les repas deviennent joyeux, presque festifs. Mais tu leur rappelles toujours, ne mangez pas tout. Il faut penser à demain, à l'hiver, au manque inévitable. Toi qui peux manger des fraises en décembre ou des mangues venues de l'autre bout du monde, peux-tu comprendre ce que cela signifie de devoir attendre, patiemment, le retour de la saison, de n'avoir droit aux fruits qu'à de rares moments de l'année? La nature décide pour toi. Il n'y a pas de serre, pas de conservateur chimique, pas de congélateur. Juste la main du paysan et la clémence, ou la cruauté, du climat. Chaque fruit est un miracle, mais aussi un rappel brutal de ta dépendance totale à la terre et aux saisons. Et quand ces fruits disparaissent, quand l'automne dénude les arbres, tu te tournes vers d'autres ressources moins fragiles, mais tout aussi vitales,
les herbes et les plantes sauvages que tu connais par cœur et que tu vas cueillir dans les bois. Dès que les premières pousses pointent sous les haies, tu pars dans la forêt avec ton panier en osier. Tu connais chaque coin, chaque clairière, chaque talus où poussent les précieuses herbes sauvages. Les orties d'abord, que beaucoup redoutent mais que toi tu respectes. Tu enfiles un tissu grossier sur tes mains et tu les coupes avec précaution pour les cuire et neutraliser leurs piqûres. Elles finiront dans une soupe ou une galette. Le pissenlit est une autre merveille de la nature. Au printemps, ses feuilles tendres agrémentent les bouillies, donnant une amertume salutaire. Les fleurs, elles, finissent parfois en infusion ou en décoction pour soigner les maux d'estomac. Tu connais ces vertus par héritage. Ta mère les tenait de sa mère et ainsi de suite depuis des générations. Plus loin, près des vieux murs de pierre ou des troncs moussus, tu trouves l'ail sauvage. Son parfum puissant embaume déjà l'air avant même que tu n'aies cueilli la première tige. Un trésor. En hachis sur une tranche de pain noir ou dans la soupe du soir, il relève les plats les plus fades et te rappelle qu'un simple geste suffit parfois à embellir une journée entière. Les herbes sauvages sont aussi tes alliés en médecine. Tu connais les vertus du plantain pour apaiser les piqûres, de la camomille pour calmer les douleurs, de la sauge pour désinfecter les plaies. Ici, il n'y a pas de pharmacie, pas de médecin, juste la mémoire ancestrale et la nature généreuse. Quand elle veut bien l'être, ramasser ces plantes est un rituel. Tu marches longtemps, tu observes, tu évalues. Certaines sont dangereuses, toxiques. L'aconie, la belladone, tu les évites avec soin, car une erreur ne pardonne pas. Ici, la connaissance de la flore est une question de survie, pas un loisir. De botaniste. Les enfants t'accompagnent souvent. Tu leur montres les bonnes plantes, tu les mets en garde contre les mauvaises. C'est leur première école, celle de la nature, du silence, de l'observation patiente. Pas de livres, pas d'enseignants, juste toi, ta main rugueuse et les chemins boisés. Toi qui achètes tes herbes aromatiques en sachets plastifiés, peux-tu seulement imaginer ce que c'est de marcher des kilomètres pour quelques poignées, d'ortie, d'ail ou de pissenlit, de dépendre de la saison, de la pluie, du soleil, pour agrémenter tes plats ou soigner tes maux. Et pourtant, malgré cette richesse végétale, il est une autre nourriture bien plus rare, bien plus convoitée. La viande. Mais pour toi, pauvre paysan, elle est presque absente, un luxe inaccessible que tu ne consommes que lors des fêtes ou en braconnant. La viande est un luxe auquel tu n'as droit que lors des grandes fêtes religieuses, des mariages, ou parfois, en cas de décès. Le reste du temps, ton assiette en est vide. Parfois, au risque de ta vie, tu t'aventures dans les bois du Seigneur pour tendre un collet, poser un piège, braconner. Un lièvre, une perdrix, un faisan peut-être. Mais si l'on t'attrape, la peine est sévère. L'amende, la mutilation, la prison, ou même la pendaison. Ces expéditions nocturnes se font en silence, à pas feutrés. Tu scrutes les traces, tu écoutes les bruissements, la peur au ventre. Pas seulement celle de l'échec, mais celle de la sanction. Car les gardes, forestiers veillent, les pièges du Seigneur aussi. Pourtant, l'idée d'offrir à tes enfants un morceau de viande juteuse est plus forte que la crainte. Lorsque tu réussis, le festin est modeste mais inoubliable. Tu fais rôtir la pièce au-dessus d'un feu de bois. La graisse crépite. L'odeur allèche tout le voisinage, mais tu fais vite, tu caches les restes, tu enterres les preuves. Car ici, même manger peut être un délit. Le plus souvent, tu te contentes de viande séchée ou de morceaux de lard conservés. Mais le vrai rôti, la viande fraîche, saigne rarement dans ta marmite. C'est une nourriture de riches, de seigneurs, pas de paysans. Toi, tu te satisfais d'un os à moelle dans la soupe ou d'un peu de couenne pour parfumer un ragoût. Toi qui choisis entre steak, poulet, agneau ou poisson, peux-tu imaginer ce que c'est d'attendre des mois, des années peut-être, avant de goûter de la vraie viande? Ici, la chair animale est précieuse, presque sacrée et souvent interdite. Et pourtant, il est une forme de viande que tu consommes plus régulièrement, par nécessité plus que par plaisir. Le lard salé. Dans un coin sombre de ta masure, suspendu à une poutre ou rangé dans un tonneau, repose ta réserve. Du lard salé. C'est la seule viande que tu peux conserver sur plusieurs mois, voire toute l'année, si tu fais preuve de parcimonie et de savoir-faire. Le sel est cher, mais il est vital. Sans lui, pas de conservation possible, pas de sécurité alimentaire.
Le lard est découpé en bandes épaisses, frotté vigoureusement avec du sel, parfois des herbes, puis pressé pour en extraire l'humidité. Ensuite, il sèche, il fume doucement, à proximité du foyer. Cette odeur de graisse rance mêlée à celle du bois brûlé est devenue familière, presque rassurante. Elle imprègne tes vêtements, ta peau, tes murs. Chaque morceau est compté, surveillé. Tu en coupes une fine tranche pour la soupe du soir, un petit dé, parfois, pour parfumer la bouillie. Mais tu n'en abuses jamais, car le lard doit durer, et les mauvaises récoltes peuvent t'obliger à puiser dans cette réserve plus vite que prévu. Lors des grandes occasions, tu sers une tranche entière à ta famille. C'est jour de fête. Les enfants mordent à pleines dents, les yeux brillants. Mais ces jours-là sont rares, précieux. Et tu sais que demain, il faudra revenir à la soupe claire, à la bouillie de céréales, au pain noir. Toi qui jettes les restes de viande sans y penser, peux-tu concevoir ce que cela signifie de surveiller chaque gramme de graisse, de calculer chaque tranche, de craindre de manquer avant même que l'hiver n'arrive? Le lard salé est ton assurance, ta réserve ultime. Mais il ne remplace pas les produits frais que tu obtiens de temps à autre, les produits laitiers, dans l'enclos. Derrière ta masure, une chèvre maigre rumine quelques herbes. C'est elle qui te fournit de temps en temps un peu de lait. Pas beaucoup, juste assez pour nourrir un enfant ou enrichir la bouillie du matin. Le lait est aussitôt consommé. Il ne se conserve pas, il tourne vite. Alors, tu le transformes. Le fromage frais est le plus courant. Tu fais cailler le lait. Avec un peu de présure, tu le laisses s'égoutter dans un linge propre. Le résultat est un caillé blanc, granuleux, légèrement acide. Il accompagne le pain, il fond dans la soupe, il nourrit. Parfois, tu en fais sécher un morceau pour le conserver plus longtemps. Le beurre, en revanche, est un luxe que tu ne connais guère. Il est réservé aux riches, aux nobles. Toi, tu n'en fais pas. Tu n'as pas assez de lait pour ça. Et puis, la graisse est précieuse. Tu la gardes pour faire du suif, pour l'éclairage ou pour lubrifier les outils. Le lait de brebis, parfois, vient compléter ta maigre production. Si un voisin possède un troupeau, tu échanges des légumes contre un peu de lait. Mais ces échanges sont rares, précautionneux. Chacun protège jalousement ses ressources. Toi qui ouvres ton frigo pour y trouver du fromage à pâte molle, à pâte dure, au lait cru ou pasteurisé, peux-tu imaginer ce que c'est de dépendre d'une seule chèvre pour tout ton apport en Einsam, produits laitiers, de devoir surveiller sa santé, son alimentation, ses mises bas? Et pourtant, malgré ces précautions, une autre ressource t'appelle parfois, au bord des rivières et des étangs, le poisson d'eau douce. Tu te réveilles à l'aube et déjà tu sais, aujourd'hui, il faudra aller pêcher. Le poisson d'eau douce est une des rares sources de protéines animales accessibles. Mais même ici, rien n'est simple. Les rivières, les étangs, les lacs, tout est sous la juridiction du Seigneur. Pour pêcher, il faut un droit d'usage. Si tu es pris sans autorisation, les sanctions peuvent être terribles. Amende, confiscation de tes maigres biens, voire emprisonnement. Mais parfois, tu n'as pas le choix. Alors, en silence, à l'abri des regards, tu prends ton filet grossier ou ta ligne artisanale et tu t'enfonces dans les broussailles qui bordent la rivière. Tu connais les endroits où les truites se cachent sous les racines, où les brochets chassent, où les anguilles se faufilent dans la vase. Tu tends ton piège avec la patience d'un homme qui n'a pas le droit à l'erreur. L'attente est longue, silencieuse. Parfois, tu passes des heures à fixer l'eau trouble, les jambes trempées, le ventre creux, les mains gelées. Et quand enfin tu sens la ligne tressautée, l'excitation se mêle à la peur. Ce poisson, ce trésor, tu vas peut-être devoir le cacher, le dissimuler aux gardes, aux seigneurs, aux voisins même. La prise est modeste. Une perche, une carpe, quelques petits gardons. Mais pour toi, c'est un festin. Tu l'enveloppes dans un linge, tu rentres discrètement chez toi. Là, au-dessus du foyer, tu fais chauffer une pierre plate, ou tu suspendes la marmite. Le poisson cuit lentement, dégageant une odeur forte qui réveille les enfants et alerte peut-être les voisins. Parfois, au village, certains pêcheurs ont un droit légal, concédé par le seigneur en échange d'un tribut régulier, une part des prises ou des jours de corvée supplémentaires. Mais toi, simple paysan sans privilège, tu dois te contenter de ce que tu peux prendre discrètement, sans jamais être sûr de ne pas être pris. Toi qui peux aujourd'hui acheter ton poisson au marché, en choisir la taille, l'espèce, la
Cuisson, peux-tu comprendre ce que cela signifie de risquer ta liberté pour un maigre repas, de trembler à chaque prise, de cacher ton butin comme un criminel? Ici, même la nourriture est un acte de survie et parfois un acte de rébellion. Le poisson, une fois cuit, est partagé en parts égales. Pas de gaspillage, pas de caprice. Les arêtes sont soigneusement enlevées, la tête bouillie pour faire un bouillon, la peau séchée parfois pour être réutilisée. Chaque partie a son utilité, car le luxe n'a pas sa place dans ta cuisine. Et si, par chance, la pêche est abondante, tu peux conserver une partie en la faisant sécher à l'air. Libre, suspendue sous l'avant-toit de ta masure, à l'abri des animaux et de l'humidité. Mais ces occasions sont rares, car le Seigneur veille toujours, et la rivière n'est jamais vraiment à toi. Ainsi va la vie. Pêcher, cacher, cuisiner, nourrir. Un cycle sans fin, une lutte silencieuse contre la faim et contre les lois injustes. Et pourtant, il existe une autre source de nourriture plus accessible, plus régulière. Les œufs que tes poules t'offrent avec parcimonie. Le matin, avant même de partir au champ, tu vérifies le poulailler. Dans la paille, parfois caché derrière un coin d'ombre ou sous une planche branlante, quelques œufs t'attendent. Leur coquille est sale, rugueuse, souvent couverte de plumes ou de terre. Tu les ramasses avec soin, comme on récupère un trésor fragile. Car ici, chaque œuf est une promesse de repas, un peu de protéines pour toi, pour ta famille. Les poules ne pondent pas toujours, ni beaucoup. Parfois, elles boudent le nid. Parfois, un renard rôde et en tue une dans la nuit. Chaque perte est une tragédie silencieuse. Tu les nourris de restes, de grains, quand tu en as. Sinon, elles se débrouillent, picorent dans la cour, grattent la terre à la recherche de vers et d'insectes. Elles sont libres, mais vulnérables. Les œufs, tu ne les manges pas tous les jours. Tu en gardes pour les jours de fête, pour les occasions spéciales ou en cas de maladie, quand un enfant faiblit. Sinon, tu les vends ou tu les échanges contre du sel, ou parfois contre un peu de tissu. Le troc est la règle ici. Pas de monnaie, peu de transactions, juste des échanges de besoins vitaux. Quand tu décides d'en manger, c'est toujours avec parcimonie. Tu les fais cuire simplement, à la coque, dans la cendre chaude du foyer ou cassés dans une soupe. Parfois, tu les bats avec un peu de lait et tu les verses dans la marmite pour épaissir un bouillon clair. Pas d'omelette gonflée, pas de pâtisserie sucrée. Juste l'essentiel, toujours. Le jaune est un luxe, une douceur rare. Les enfants s'en régalent, s'en tachent toutes les doigts et les lèvres. Le blanc est plus dur, plus ferme, mais il nourrit. Tous mangent, rien ne se perd. Même la coquille broyée peut servir à fortifier la terre ou à nourrir les poules. Un cycle parfait, clos sur lui-même, où chaque élément trouve sa place. Toi, aujourd'hui, qui choisis entre bio, fermier ou de batterie, peux-tu imaginer ce que c'est de dépendre de 3 ou 4 poules pour toute ta consommation? De craindre chaque renard, chaque maladie, chaque hiver rigoureux qui pourrait décimer ton poulailler et te priver d'une source vitale de nourriture. Dans certaines familles, les œufs servent même de monnaie d'échange. Quelques œufs, contre une journée d'aide au champ, contre un outil réparé, contre un service rendu. Ils ne sont pas seulement un aliment, mais une ressource essentielle à la survie collective, un symbole de travail, de patience et de fragile prospérité. Et pourtant, malgré cette petite richesse, il est un produit encore plus rare, encore plus convoité, le miel. Douceur des dieux, or liquide, mais si difficile à obtenir qu'il reste un trésor inaccessible pour la plupart des paysans. Le miel est un luxe que peu de paysans connaissent vraiment. Ici, pas de ruches bien entretenues, pas d'apiculteurs savants, juste, parfois, une colonie d'abeilles sauvages, nichée dans un arbre creux au fond de la forêt ou sous le toit d'une grange abandonnée. Le repérer demande une patience infinie, une connaissance intime de la nature et une chance insolente. Quand tu trouves un essaim, tu sais que tu t'apprêtes à affronter un combat. Les abeilles défendent pour leur trésor avec acharnement et, toi, sans protection, sans masque ni fumée, tu risques piqûres et blessures pour quelques cuillerées de ce nectar précieux. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le miel, c'est l'unique édulcorant à ta portée, la seule douceur dans une alimentation rude, fade et répétitive. Une fois prélevé, le rayon est ramené à la maison, enveloppé dans un linge grossier. La cire est mâchée, recrachée ou fondue pour faire des bougies.
Le miel, lui, est consommé avec une révérence silencieuse. Une goutte sur du pain noir, un filet dans une infusion, parfois simplement léché du bout des doigts pour savourer chaque cristal sucré. Toi qui sucres ton café, ton yaourt ou tes gâteaux sans y penser, peux-tu comprendre ce que cela signifie d'attendre des mois, parfois des années, avant d'avoir accès à une telle douceur? Ici, le sucre est inexistant. Le miel est roi, mais un roi lointain, inconstant, capricieux. Le miel est aussi utilisé en médecine, pour adoucir une gorge irritée, pour cicatriser une plaie, pour redonner de l'énergie à un enfant malade. Sa rareté le rend précieux, son goût le rend inoubliable. Chaque fois que tu y goûtes, tu te rappelles que la nature peut parfois être généreuse, mais qu'elle exige toujours un prix. Les plus chanceux élèvent de quelques abeilles dans des ruches artisanales, mais cela reste rare. La plupart des paysans doivent n'être se contenter d'espérer une rencontre fortuite avec un essaim sauvage. Sinon, ils vivent sans sucre, sans douceur, se contentant de la rudesse des céréales, des légumes et des légumineuses. Et pourtant, même si le miel est rare, il existe d'autres absences alimentaires plus criantes, plus marquantes, car certains aliments que tu considères aujourd'hui comme évidents n'existaient tout simplement pas dans la France médiévale. En oui, ta cuisine moderne, tu utilises sans y penser des pommes de terre, des tomates, du maïs, du chocolat. Pourtant, en 1320, aucun de ces aliments n'existe en France. Tous ces produits viendront bien plus tard, après la découverte de l'Amérique, bouleversant les habitudes alimentaires des Européens. La pomme de terre, par exemple, qui constitue aujourd'hui la base de tant de plats, est encore inconnue. Ici, pour rassasier ta famille, tu dois te contenter de navets, de choux, de céréales. Pas de purée, pas de frites, pas de gratin dauphinois, juste des racines dures, parfois âpres, souvent monotones. Pas de tomates non plus, pas de sauce. Rouge sur les pâtes, pas de salade estivale juteuse, pas de pizza. Les légumes sont verts, blancs ou violets, mais jamais rouges et sucrés. Les fruits eux-mêmes sont limités aux variétés locales, pommes, prunes, cerises. Oublie les oranges, les bananes, les ananas. Le maïs, nourriture de base pour tant de peuples aujourd'hui, est totalement inconnu. Ici, c'est l'orge, le seigle ou l'avoine qui domine, sous forme de pain noir, de bouillie ou de galettes épaisses. Pas de polenta, pas de popcorn, pas de tortilla. Quant au chocolat, ce plaisir universel, il n'existe même pas en rêve. Pas de cacao, pas de pâtisserie, pas de boisson chaude pour réchauffer les longues soirées d'hiver. Le sucre, lui aussi, est absent. Seules quelques gouttes de miel viennent adoucir, de temps à autre, une préparation. Toi qui voyages, en un clic d'une cuisine italienne à une cantine mexicaine, peux-tu imaginer ce que c'est de vivre dans un monde alimentaire limité à ce que la terre locale peut offrir? Ici, pas d'importation, pas d'exotisme, pas de diversité, juste l'immuable répétition des mêmes saveurs au rythme des saisons. Et pourtant, malgré cette pauvreté alimentaire, il existe une boisson que tu consommes tous les jours, plus sûre que l'eau souvent contaminée. Le vin coupé d'eau. Chaque repas est accompagné d'un pichet de vin. Pas un grand cru, non, mais un vin léger, souvent acide, parfois trouble, coupé d'eau pour étancher la soif sans trop d'effet. L'eau seule est risquée. Elle est souvent souillée, porteuse de maladies invisibles mais mortelles. Alors, tu la mêles au vin pour désinfecter, pour équilibrer, pour survivre. Le vin est fabriqué localement, dans les villages qui en ont les moyens. Les grappes sont foulées aux pieds. Le jus fermente dans des tonneaux de bois, puis est siphonné, souvent grossièrement, avec les lits. Il n'a rien à voir avec les vins nobles que boivent les seigneurs dans leurs châteaux. Tu bois ce vin à petites gorgées, dans une écuelle en bois ou dans une coupe d'étain. Pas de verre fin, pas de cristal. Parfois, il pique, parfois, il tourne, mais tu n'as pas le choix. C'est lui ou l'eau, et l'eau tue plus sûrement qu'un vin médiocre. Les enfants aussi en boivent, dès leur plus jeune âge, car le vin coupé d'eau est plus sûr que l'eau seule. Cela étonnerait peut-être aujourd'hui, mais ici, c'est une nécessité vitale. La modération n'est pas une question morale, mais une question de survie. Toi qui choisis entre eau minérale, soda, jus de fruits ou vin de garde, peux-tu comprendre ce que c'est de n'avoir que deux options, un vin acide ou une eau dangereuse? Chaque gorgée est un calcul, un choix stratégique. Et pourtant, dans certaines régions, une autre boisson rivalise avec le vin, la bière légère. Dans certaines régions, la bière légère est plus courante que le vin.
Elle est brassée localement dans les foyers paysans avec l'orge ou l'avoine que tu as pu récolter parfois même avec du seigle quand le blé manque. Le brassage est une tradition ancienne, transmise de génération en génération, sans recette écrite, seulement par l'observation et la répétition des gestes. La fabrication commence par la germination des grains que tu laisses tremper dans de l'eau, puis sécher doucement près du feu. Ensuite, tu les broies grossièrement à la main ou avec une meule en pierre, puis tu les mélanges à l'eau que tu fais chauffer lentement au-dessus du foyer avant de laisser fermenter cette préparation dans des tonneaux en bois ou en argile. La fermentation est une étape délicate. Tu dois surveiller l'odeur, la couleur, la texture, car sans instrument ni connaissance scientifique, tu n'as que ton expérience et ton instinct pour savoir si la bière sera buvable ou non. Parfois, elle devient aigre, parfois, elle mousse trop, parfois, elle reste plate, mais elle est toujours consommée, car il n'y a pas de gaspillage. Ici, la bière est faible en alcool, mais elle hydrate, elle désaltère, elle rassasie. C'est une boisson essentielle pour supporter les longues journées de travail dans les champs ou les ateliers. Elle accompagne chaque repas du matin au soir et même les enfants en boivent, car elle est plus sûre que l'eau souvent contaminée. Le goût de la bière est simple, brut, parfois amer, parfois légèrement sucré, selon les céréales utilisées et la qualité de l'eau. Mais tu n'as pas le choix, tu la bois telle qu'elle est, sans fioriture, sans ajout, sans comparaison, car elle est vitale pour ta survie et celle de ta famille. Le brassage est souvent une activité collective où les voisins se réunissent, échangent des conseils, partagent des anecdotes, parfois même des graines ou des outils. En attendant que la bière soit prête à être consommée, une fois le processus terminé, elle est stockée dans des cruches en terre cuite ou des tonneaux de bois rangés dans un coin frais de la maison, toi qui aujourd'hui peux choisir entre des dizaines de bières blondes, brunes, rousses, artisanales ou industrielles. Peux-tu imaginer ce que c'est de boire toujours la même bière, celle que tu as fabriquée toi-même? Avec les moyens du bord, sans garantie de réussite ni de qualité, simplement parce que tu en as besoin pour vivre. La bière est aussi utilisée comme monnaie d'échange dans le village. Tu peux en donner une cruche à un voisin en échange d'une journée d'aide au champ ou d'un outil réparé. Cette économie de troc est indispensable dans un monde où la monnaie est rare et réservée aux transactions seigneuriales ou ecclésiastiques, aidée pourtant même si la bière est importante. Ce n'est pas tant ce que tu bois qui rythme ta vie, mais ce que tu cuisines, car ici, la cuisson au feu est la seule méthode que tu connais, la seule technique transmise par tes ancêtres pour préparer chaque repas du quotidien. C'est autour du foyer que la vie s'organise, que les repas se préparent, que les histoires se racontent et que la famille se réunit, car sans le feu, il n'y a pas de chaleur, pas de lumière, pas de nourriture, seulement le froid, la faim et l'obscurité. Dans ta maison, chaque recoin est utilisé pour stocker tes provisions, car la survie dépend de ta capacité à conserver ce que tu as pu récolter. À la belle saison, les céréales sont enfermées dans des sacs en toile suspendus à des poutres ou rangés sur des étagères, loin de l'humidité et des rongeurs. Les légumes racines comme les navets ou les carottes sont enterrés dans le sable dans des caves fraîches pour éviter qu'ils ne pourrissent d'eau trop vite les fruits quand tu en as sont séchés au soleil et suspendus sous l'avant-toit à l'abri des intempéries. La viande est salée ou fumée, suspendue près du foyer pour la conserver plus longtemps. Le fromage est séché, aussi parfois enduit de cendre ou de graisse. Pour éviter qu'il ne moisisse trop vite, chaque technique est apprise par tradition transmise de génération en génération. Toi qui ranges tes aliments dans un réfrigérateur, peux-tu comprendre ce que c'est de devoir surveiller jour après jour l'état de chaque réserve, de craindre la moindre infiltration d'eau, la moindre trace de moisissure, la moindre souris? Chaque perte est une tragédie, car elle signifie moins de nourriture pour passer l'hiver, moins de ressources pour tenir jusqu'à la prochaine récolte, moins de sécurité pour ta famille. Alors tu fais preuve de prudence, de rigueur, de prévoyance, car tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais malgré toutes tes précautions, il reste cette peur constante, celle de la disette, une menace invisible mais bien réelle qui hante chaque paysan et qui transforme chaque repas en une victoire sur le manque, sur la faim, sur la mort. Et c'est ainsi que ta vie est faite de calculs, de prévisions, de réserves, car
Tu sais que la nature est capricieuse, que les récoltes peuvent échouer, qu'un hiver rude peut tout emporter, que la maladie peut te priver de ta force de travail. Alors tu apprends à vivre avec cette peur. Tu l'acceptes, tu l'apprivoises, car elle fait partie de ta condition de paysan et elle te rappelle chaque jour que ta survie dépend d'une fragile alchimie entre la nature, ton travail et ta prévoyance. Et, même si parfois les récoltes sont bonnes, même si tes réserves sont pleines, cette peur ne te quitte jamais, car tu sais que la prochaine année pourrait être terrible, que la disette pourrait frapper à ta porte à tout moment. C'est cette peur constante, cette angoisse sourde qui façonne ton rapport à la nourriture, au travail, à la vie, car ici, rien n'est jamais acquis, tout doit être mérité et conservé avec soin, car la faim est toujours tapie dans l'ombre. Chaque année, au moment des semailles ou des récoltes, tu pries en silence pour que le ciel soit clément, pour que la pluie tombe au bon moment, pour que le soleil chauffe sans brûler, car tu sais que la disette est toujours là, prête à surgir à la moindre défaillance de la nature. La disette, c'est la peur de manquer, c'est la faim qui s'installe lentement, qui ronge les corps, qui affaiblit les plus vulnérables, les enfants, les vieux. C'est la terreur de voir tes réserves s'amenuiser, de compter les sacs de céréales, les pots de légumes, les morceaux de viande séchés, et de constater qu'ils ne suffiront pas. Tu as peut-être connu déjà une disette, une année sans récolte, un hiver trop long, un printemps trop froid ou trop humide, une invasion de parasites ou de rats, un incendie qui a détruit tes provisions. Tu sais ce que c'est que de voir ta famille dépérir lentement sans pouvoir rien faire. Toi qui peux remplir tes placards à volonté, peux-tu imaginer ce que c'est de vivre avec cette angoisse permanente de ne pas savoir si tu pourras nourrir tes enfants demain, si tu pourras tenir jusqu'à la prochaine récolte, si tu pourras survivre à l'hiver? La disette, ce n'est pas seulement le manque de nourriture, c'est aussi la maladie, la faiblesse, la désespérance, la mort qui rôde dans les villages qui frappent sans prévenir et qui laissent derrière elles des familles brisées, des terres abandonnées, des villages désertés. Pourtant, malgré cette menace, tu continues. Tu sèmes, tu récoltes, tu stockes, tu espères, car tu n'as pas le choix. Tu dois avancer, tu dois survivre. Tu dois transmettre ce savoir, cette résilience à tes enfants pour qu'ils puissent eux aussi affronter cette vie. Rude, la peur de la disette te pousse à être prévoyant, à être ingénieux, à chercher toujours de nouvelles façons de conserver, de cultiver, de préparer tes aliments, car chaque innovation, chaque savoir transmis peut faire la différence entre la vie et la mort. Mais tu sais aussi qu'il y a des limites, que parfois, malgré tout, malgré tes efforts, la nature est plus forte que toi et qu'elle peut te priver de tout en un instant sans raison, sans pitié, sans préavis. C'est cette incertitude, cette fragilité qui te rend humble, qui te rappelle chaque jour que ta vie ne tient qu'à un fil, qu'à une récolte, qu'à une réserve, qu'à un coup du sort, et qu'il suffit d'une saison mauvaise pour que tout bascule, et c'est ainsi que tu vis en paysan médiéval, avec cette peur en toi toujours, avec cette force aussi qui te pousse à continuer malgré tout, car ici survivre est déjà en soi une victoire. Alors maintenant que tu sais ce que mangeaient vraiment les paysans au Moyen Âge en France, que ressens-tu? Es-tu surpris, choqué, fasciné? As-tu pris conscience de la rudesse de leur quotidien, de la monotonie de leur repas, de la fragilité de leur survie? Peux-tu imaginer vivre sans tous les aliments que tu considères aujourd'hui comme indispensables, sans sucre, sans chocolat, sans pommes? De terre, ni tomates, ni café, juste avec du pain noir, de la bouillie, des légumes racines, quelques œufs et un peu de lard. Salé, comment cela changerait-il ta manière de voir ton propre rapport à la nourriture, à la consommation, à la nature, à la survie et surtout à ta capacité à apprécier les choix que tu as chaque jour, sans même y penser? Es-tu prêt à réévaluer tes habitudes, à te poser les bonnes questions, à transmettre autour de toi ce savoir méconnu, cette compréhension fine de notre passé alimentaire pour ne pas l'oublier, pour ne pas le trahir, pour en tirer des leçons? Si tu te retrouvais demain sans supermarché, sans frigo, sans toutes ces commodités modernes, saurais-tu survivre, saurais-tu produire, conserver, préparer ton alimentation avec si peu, avec cette rigueur, cette résilience, cette simplicité qui caractérisait les paysans médiévaux? Si ce voyage dans le temps t'a appris quelque chose, si tu as aimé découvrir cette face cachée de notre
Histoire, alors abonne-toi à cette chaîne active, les notifications pour ne rien manquer. Des prochaines explorations au cœur de la vieille France. Laisse un commentaire, partage ton ressenti, dis-moi ce qui t'a le plus marqué, ce que tu ne savais. Pas ce qui t'a surpris ou ému, car ton avis m'intéresse et enrichit cette communauté de passionnés d'histoire et de récits immersifs. Surtout, n'oublie pas que comprendre le passé, c'est aussi mieux comprendre le présent et peut-être mieux préparer l'avenir. Alors je te dis à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des récits fascinants de la vieille France et en attendant, prends soin de toi et regarde autrement ce qu'il y a dans ton assiette.